Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette conférence. Merci Laurent Trussello, responsable produit service métier chez Carl Software, de se joindre à nous. Nous avons au pupitre qui va démarrer la présentation dans quelques instants Yvan Rivaud, qui est directeur Facility Management chez Servier, Emmanuel Gomez, fondateur et directeur général de Stéréographe. Donc nous allons passer quelques instants ensemble pour découvrir un super cas, un cas de jumeau numérique, de déploiement d'un jumeau numérique pour un usage réellement concret. Ce n'est pas ce qu'on a découvert dans toutes les conférences jusqu'ici, mais en tout cas là on va toucher du vrai, ce qu'est un jumeau numérique et comment Servier à déployer le jumeau numérique de son patrimoine, de la conception à l'exploitation et maintenant aussi en passant par cette phase de maintenance qui est hyper importante. Je vous propose, Yvan, peut-être de démarrer en lançant une petite vidéo, tout simplement. Oui, absolument. Merci Xavier. Alors.
Tout est dit ou presque hein, dans cette vidéo, mais on va le détailler un petit peu plus en avant maintenant avec mes trois invités. Tout d'abord, Yvan, juste en introduction, est-ce que vous pouvez nous redire qui est Servier, ce que vous faites, et puis on va présenter après ce superbe bâtiment. Mais déjà, en fait, qui est Servier ? Oui, bonjour à tous. Donc, Yvan Rivaud, directeur du Facility Management sur le campus de Servier Paris-Saclay. Très heureux de vous présenter cette solution aujourd'hui mise en place sur le site. Le site qui a été livré il y a 1 an et demi. Le groupe Servier aujourd'hui, c'est un peu plus de 1500 collaborateurs, au moins sur Paris-Saclay. Et au global, dans le monde, c'est un peu plus de 6000 collaborateurs. C'est le 7e groupe pharmaceutique européen, avec un certain nombre de produits phares, notamment le Daflon en termes de médicaments. Un processus de développement qui est sur une dizaine d'années. Et donc une volonté forte du groupe, il y a maintenant une dizaine d'années, de réunir au sein du même campus, Servier Paris-Saclay, l'ensemble de ces chercheurs, de ces forces vives, en termes de recherche et de développement, qui jusqu'à présent étaient disséminés sur plusieurs centres de recherche en région parisienne et à Orléans. Ça veut dire réunir 1200 personnes sur un seul et même site, tel que vous avez pu le voir là. C'est à la fois un défi, une ambition, et ça veut dire aussi associer les meilleurs outils, l'innovation, pour faire en sorte que ces personnes-là, aujourd'hui, demain, puissent produire avec efficacité, avec performance, les médicaments de demain et donc servir le patient, puisque l'ambition et la vocation du groupe, c'est vraiment de servir le patient le plus rapidement possible en termes de solutions thérapeutiques. Alors justement, présentez-nous peut-être plus en avant maintenant ce fantastique bâtiment qui est l'Institut de recherche et développement. Et présentez-nous en fait tout simplement votre initiative. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans cette exploration du jumeau numérique ? Alors, effectivement, ce bâtiment aujourd'hui, qui est basé sur le plateau de Saclay, il représente 45 000 mètres carrés. Il est basé sur c'est un campus sur 6 bâtiments, 3 bâtiments de laboratoire, 2 bâtiments d'espace tertiaire, et puis ce qu'on appelle un incubateur qu'on a mis en place avec un partenaire américain qui est Partners. Au global, c'est 45 000 mètres carrés. Elles abritent une animalerie, des laboratoires L2 et puis des espaces tertiaires pour l'ensemble des collaborateurs. Encore une fois, 1200 personnes. C'est un bâtiment volontairement voulu en high-tech, c'est-à-dire sur sa conception, en termes d'architecture, avec Villemotte et associés, qui permet d'associer la lumière à chacun des espaces de travail, que ce soit les laboratoires ou même l'animalerie, et puis les espaces tertiaires. C'est un bâtiment qui doit être évolutif, qui doit permettre la flexibilité des espaces, mais aussi des services. Et c'est un bâtiment qu'on a vraiment voulu au cœur du dispositif de la recherche et développement Servier Paris-Saclay, dans un niveau de service premium offert aux résidents, aux occupants. Puisque l'enjeu aussi, c'est d'attirer les meilleurs profils, les meilleures compétences, les expertises d'aujourd'hui et de demain, pour encore une fois servir le processus du médicament. Et c'est aussi un superbe bâtiment d'un point de vue réalisation, perspective environnementale, intégration dans tous les enjeux que l'on peut avoir à l'heure actuelle. Alors oui, absolument. En fait, les enjeux du bâtiment aujourd'hui, ils sont au nombre de 4. Le premier, il est technologique. Donc évidemment, c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Comment le jumeau numérique vient déverser, servir un certain nombre d'outils applicatifs pour les métiers, pour les résidents, mais aussi un portail résident, un niveau de service. Le deuxième, il est en termes de certification, de label. Le bâtiment aujourd'hui est déjà HQE Construction. Il est WELL dans le cadre de la qualité de vie au travail. Il est aussi Biodiversity en termes d'espace végétalisé sur l'ensemble des surfaces, en proximité des bâtiments et sur les toitures aussi de chacun des bâtiments. Et puis l'enjeu, il est aussi énergétique, évidemment, au premier chef, avec aujourd'hui déjà une simulation thermique dynamique qui a été réalisée, une simulation énergétique dynamique également en place. On a aussi un plan de contrat de performance énergétique qui est en place. Et puis, l'enjeu, il est sur la réduction des consommations d'énergie, c'est clair, mais aussi sur la réduction du bilan carbone. Et nécessairement, le jumeau numérique doit demain servir aussi cette ambition et cette volonté de travailler sur l'efficacité énergétique du bâtiment. Et à travers en fait ce que vous venez d'expliquer, il y a forcément en fait, donc là vous avez listé en quelque sorte ce que vont être les objectifs de votre jumeau numérique orientés vers la GMAO, vers la maintenance en fait de ce superbe ouvrage. Alors, il est aujourd'hui déjà en place, puisque depuis 18 mois on exploite le bâtiment, les résidents sont arrivés, les activités fonctionnent, et donc c'est déjà une réalité aujourd'hui d'utiliser le jumeau numérique pour l'exploitation et la maintenance du bâtiment, comme vous avez pu le voir sur le film, clairement, qui l'illustre parfaitement. Et puis demain, c'est aussi se servir du jumeau numérique pour
assurer la flexibilité, l'évolutivité des espaces de travail en mode travaux, évidemment, et pouvoir, de son poste de travail, pouvoir imaginer, établir des scénarios de reconfiguration, parce que, vous le savez peut-être, le domaine de la recherche et développement aujourd'hui, c'est un domaine qui évolue rapidement. On est sur des cycles de 3 à 5 ans. Et donc, la nécessité de reconfigurer les espaces, qu'ils soient tertiaires, laboratoires et même animalerie, c'est une réalité. Et le jumeau numérique aussi sert cette ambition-là. Alors, je vous laisse peut-être reprendre le fil de votre présentation que je n'ai pas en tête forcément. Et donc, du coup, je vous ai peut-être lancé sur certains points que vous allez peut-être raborder à nouveau. Alors, sur cette démarche-là, voilà, oui, sur ce calendrier. Ce qu'on voulait souligner, c'est la rapidité avec laquelle finalement la décision a été prise à un moment donné à partir d'un BIM conception et d'un BIM construction. Le bâtiment a démarré de sa construction en 2018, il a été livré en 2022. C'est là une décision qui est prise en janvier 2022 d'utiliser l'ensemble des maquettes et le BIM et la partie BIM construction pour pouvoir faire du BIM exploitation derrière, donc du BIM GEM, avec un partenaire privilégié, en l'occurrence Stérographe, qui nous accompagne dans ce projet maintenant depuis quasiment 2 ans. Donc à partir des maquettes, comment est-ce que derrière on le traduit sur un jumeau numérique. On profite des datas, des infrastructures, des équipements, du bâtiment, qui vont ensuite se déverser dans tout un tas d'outils applicatifs. Donc chronologiquement, vous voyez qu'on a mis quelques mois pour aller de la décision jusqu'à une mise en exploitation du BIM GEM, clairement. Et aujourd'hui, si on se projette sur le 2023-2024, on s'aperçoit qu'après cette phase de construction du bâtiment, d'appel d'offres rapide mené avec nos partenaires, et puis de construction du jumeau numérique, et je pense que Stérographe reviendra sur ce sujet, la réalité aujourd'hui, c'est l'exploitation du bâtiment avec cet outil et avec ce data master qui sert au quotidien. Alors évidemment, les services support, c'est-à-dire l'exploitant, le mainteneur, le propriétaire, mais aussi demain les métiers. Alors ce qu'on appelle les métiers chez Servier, c'est les laborantins, c'est les laboratoires, c'est les animaliers, c'est les services HSE, etc. Et évidemment, on va embarquer toute cette typologie de métiers dans la logique du jumeau numérique, leur mettre à disposition les datas de façon à ce qu'ils trouvent aussi de l'efficacité dans leurs activités demain à travers l'outil. Et alors, il y a des chiffres impressionnants qui accompagnent tout ce déploiement. Moi, j'avais noté quand on a échangé ensemble sur la préparation que vous aviez plus de 45 000 équipements qui sont mis en place dans cette maquette. Ça représente 2000 locaux et pour pouvoir élaborer le jumeau numérique, 140 maquettes BIM qui sont intégrées. Et là, c'est le rôle de Stérographe. C'est là où vous êtes intervenu. Comment s'est passée déjà peut-être cette liaison entre vous deux? Qui a fait appel à qui et qui est allé vers qui? Pardon. Alors, on était vraiment en appel d'offres et écoutez, la rencontre elle s'est faite ici, il y a 2 ans, lors du BIM World. On était en prospection. On avait une petite idée à la tête, mais on avait besoin de la concrétiser. On a aussi besoin de s'informer et de voir un peu la puissance de l'outil et ce que ça pouvait nous profiter dans nos activités. Et voilà, une rencontre un peu fortuite au détour d'un stand avec Stérographe. Et je pense qu'on a fait le bon choix. On a fait le bon choix en termes de partenariat, parce que nous, on avait besoin évidemment d'acquérir de la compétence, de la connaissance à travers l'outil. Et une des réussites du projet, c'est aussi en interne d'avoir pu former un data manager, un twin manager aujourd'hui, une personne qui était auparavant dans les travaux et qui aujourd'hui est twin manager au sein de Servier et du campus et qui du coup collabore au quotidien avec des équipes de Stérographe dans ce projet. Alors Manuel, prenez le lead tel que vous l'avez fait quand Yvan a fait appel à vous pour pouvoir élaborer ce jumeau numérique. Comment vous avez fait? Alors, effectivement, on est arrivé devant un projet d'envergure avec effectivement un grand nombre de maquettes, 140 maquettes de différents lots, techniques et architecture et structure. Et tout l'enjeu est effectivement de s'approprier ces maquettes as-built qui ont été livrées par le constructeur et de les mettre en exploitation dans des délais quand même courts. Parce qu'en gros, on s'est rencontrés au BIM World, la mise en place du projet a démarré à l'été. Et l'idée, c'était de déployer rapidement le jumeau numérique. Donc on a dû voir avec les équipes de Servier, mettre en place des process pour récupérer effectivement toutes ces maquettes, définir les personas, les différents profils qui vont utiliser le jumeau numérique au quotidien et définir justement tout le fonctionnel qu'on aura besoin derrière au travers du jumeau numérique. Parce que le jumeau numérique finalement c'est la base de connaissance du patrimoine. Derrière il faut l'animer, il faut mettre en avant les données et les mettre à disponibilité des différents profils pour qu'ils puissent travailler et être performants dans leur métier au quotidien.
Donc ça a été vraiment le premier enjeu, c'était de mettre en place ces process, cette organisation, le besoin de le clarifier et de le transcrire dans le produit, et après derrière le déployer, le mettre aux mains des utilisateurs. Je crois qu'il y a une équipe de 25 personnes qui a été mobilisée au total sur ce projet, qui est toujours mobilisée d'ailleurs sur ce projet chez Sphérographe. Alors nous, dans la manière de fonctionner, c'était effectivement, quand on démarre un projet, on a une phase de build et une phase de run. La phase de build, c'est effectivement la mise en place, donc entre les consultants qui vont travailler pour définir les process et le besoin, et après les opérationnels qui vont paramétrer l'outil et du coup, on va dire, adapter l'outil aux besoins du client. On a derrière effectivement le passage au run qui a démarré il y a quelques mois, qui permet justement de dire maintenant l'outil, le jumeau numérique est entre les mains des opérationnels. Maintenant, il faut maintenir la connaissance. Le jumeau, il ne reste pas jumeau tout le temps. Il faut qu'il vive avec le quotidien du bâtiment, parce que le bâtiment, comme on l'a dit juste avant, c'est un bâtiment très complexe, presque industriel, avec énormément d'enjeux, de fonctionnalités et de besoins pour les occupants, et qui vit constamment, c'est-à-dire des réorganisations, des adaptations par rapport au quotidien. Et derrière, il faut mettre à jour du coup ce jumeau numérique, et ce jumeau numérique se met à jour au travers des maquettes numériques qui ont été produites initialement pour préserver la connaissance et surtout préserver la qualité de données, pour qu'en gros les opérationnels puissent prendre des décisions éclairées et quotidiennement être informés sur l'état du bâtiment et la fonctionnalité du bâtiment pour qu'elle soit opérationnelle. Ouais, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, un laboratoire, ce sont des dizaines de centaines de kilomètres de tuyaux, de câbles, etc. Et quelque part, en fait, un laboratoire n'a une fonction que pour un projet de recherche sur un calendrier bien donné. Et après, ça va être réaffecté à un autre type de projet de recherche. Et donc, l'espace va être complètement remodulé en fonction des besoins des nouvelles équipes de recherche qui vont se mettre en place. C'est ça. Alors, effectivement... Yvan sera plus apte à en parler, mais effectivement, on a un bâtiment qui vit tous les jours. Et en plus, des métiers différents dans le bâtiment, des laboratoires, d'animalerie et du tertiaire. Je vais laisser en parler. Pardon. Oui, absolument, vous avez raison. Dans les laboratoires, c'est vraiment le cas. Dans l'espace tertiaire, ça l'est aussi, puisqu'en fait, les données programmes, elles remontent à maintenant 6-8 ans sur le réaménagement l'aménagement des espaces tertiaires et leur attribution, leur affectation. Et moins d'un an après l'arrivée des premiers collaborateurs, on a dû déjà réaménager des espaces parce qu'en termes de taille, de dimensionnement, de travail en équipe, d'interface, il était nécessaire de revoir la copie. Et donc ça, on l'a fait aussi grâce au jumeau numérique, grâce aux data, aux métadonnées qui sont contenues dans l'outil. Et de façon agile, ça permet très rapidement, avec efficacité, de réattribuer des surfaces, de les réaménager, compris en tenant compte des utilités, évidemment, des circulations, etc., des enjeux énergétiques aussi, de la qualité du travail, avec tout un tas de capteurs qui remontent de ces espaces, pour rester en conformité, évidemment, avec les données d'origine et l'objectif du bâtiment lui-même. Quand on a à gérer des masses de données comme ça aussi importantes, c'est important de prendre en compte l'interopérabilité de ces jeux de données et de faire en sorte qu'elles soient le plus intégrées possible et le plus intégrables. Ça aussi, c'est un point sur lequel vous avez particulièrement travaillé. Alors, effectivement, on va retrouver la connaissance du jumeau numérique, toute la génétique, on va dire, de l'objet numérique. Mais derrière ce jumeau numérique, il faut l'augmenter. Et pour l'augmenter, il faut effectivement le connecter avec l'ensemble des systèmes métiers qui aujourd'hui agit au quotidien dans le pilotage et dans la gestion du patrimoine. Et c'est là où effectivement on va avoir différentes solutions métiers qu'on va retrouver donc classiquement de la GTB, du pilotage d'automates et autres, tout ce qui est la gestion documentaire et d'autres outils qui vont permettre justement d'aider à identifier ou à gérer le mobilier par exemple ou gérer le positionnement des services occupants. Et après, on en parlera avec Laurent juste après, mais la solution de GMAO, parce qu'on est sur un bâtiment très technique, donc du coup des vrais enjeux de maintenabilité de la capacité de production du bâtiment, les salles de R&D où il y a des enjeux de qualité d'air et autres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la GMAO est vraiment là pour piloter également les métiers et du coup il faut qu'on puisse au travers du jumeau numérique remonter toute cette connaissance métier et du coup la mettre à disposition des occupants et des utilisateurs. Oui, parce qu'on parle Facility Management, on parle GMAO et de l'interconnexion qu'il y a eu forcément, Laurent, avec la GMAO. Peut-être prendre place et switcher avec Manuel votre place pour la suite de la présentation. C'est bon, vous gérez tout de A à Z, c'est parfait. Parce que donc l'important, c'était de pouvoir connecter le jumeau numérique à la GMAO que propose Karl. Exactement. En fait, si on veut arriver à propager cette information jusqu'aux techniciens aussi,
c'est un des cas d'usage. Il va falloir travailler sur cette transmission de données. Ce qu'on ne voit pas vraiment à travers ce film, puisqu'on voit, on est absorbé par la 3D, on voit un peu le circuit de la donnée. On a essayé de vous montrer comment cette donnée elle se propageait. Et pour pouvoir y arriver, il y a effectivement un travail. C'est pas implicite, ça demande du travail dès l'intégration des maquettes, dès la captation de la donnée de la maquette d'origine, côté stéréographe. Et puis ensuite, il faut travailler entre éditeurs, parce que c'est comme ça qu'on peut propager cette information et de la propager de qualité et la mettre à jour aussi dans le temps. Donc là-dessus, évidemment, il y a eu un travail collaboratif avec Servier et Stérographe, en tout cas avec nos équipes. Et puis il y a aussi eu, il faut le dire, un travail collaboratif entre éditeurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les outils comme les nôtres ou comme Stérographe ont pour but d'être communicants. Et quand on dit communicant, ça peut paraître un peu simpliste et finalement tout le monde dit qu'il est communicant, mais quand on doit faire le boulot avec du volume, hein, ça a été traduit, à un moment donné, il faut être à l'intérieur des produits, il faut faire les optimisations, il faut faire les bons réglages, il faut faire les choix aussi métiers. Et donc cette propagation de la donnée, c'est le premier élément, c'est que si on veut garantir la propagation de l'information jusqu'au bout, jusqu'à l'identification physique, hein, eh bien, ça nécessite évidemment un travail et une assurance que les éditeurs, que les systèmes qui sont choisis seront bien en capacité de proposer ce niveau d'ouverture pour pouvoir propager l'information. L'autre intérêt, évidemment, derrière cette propagation d'informations pour la mise à jour, on parle évidemment des caractéristiques techniques des équipements, de leur codification. C'est aussi simpliste que ça, mais quand même, quand on est sur du volume, tout change en fait. C'est ça qui rend la chose compliquée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette difficulté pour le rendre vraiment interopérable concrètement. Ça demande cette propagation technique. Et c'est, je pense, le travail qui a été plutôt vraiment mené ici, en collaboration entre éditeurs, clients, pour aboutir à ce résultat aujourd'hui. Et puis l'intérêt derrière, c'est évidemment l'aide au diagnostic pour le mainteneur. Alors justement, parce que vous ne voyez pas Laurent, vous êtes trop bas par rapport à l'écran, on parle justement en fait, de ces objectifs d'intégration pour les... je vous ai complètement explosé votre conducteur, je suis totalement désolé. Mais l'importance en fait pour la personne qui va être sur le terrain en train de maintenir, si jamais elle n'a pas les bonnes données parce que ça s'est mal passé, parce qu'il n'y a pas la bonne interopérabilité initiale, ça ne vaut pas le coup, quoi. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire, si on n'est pas capable d'assurer que le système soit conforme et soit mis à jour, ça c'est la deuxième étape, derrière, la valeur de la donnée, elle va perdre en qualité, elle va être décrédibilisée. Et j'imagine que pour les agents, pour les utilisateurs de cette donnée, eh bien, ils vont ne plus l'utiliser du tout. Et donc, on va péricliter, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un enjeu. Il faut le prendre dès le début et être conscient. Je pense que c'est aussi la maturité que vous avez chez Servier qui rend cela possible. Alors comment s'est mis en place justement tout ce processus, Manuel ? Alors effectivement, on a un vrai enjeu autour de la donnée. Là, on parle beaucoup de mise en place des produits et du jumeau numérique, mais ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est la donnée qui est derrière, et c'est l'enjeu de l'entreprise, Servier, c'est de maîtriser sa donnée. Et effectivement, sans le jumeau numérique, on a un vrai problème dans la gestion de données au quotidien. Et on parlait tout à l'heure de grand nombre de maquettes, de grand nombre d'objets. On parle de plusieurs centaines de milliers d'objets et plusieurs dizaines de milliers d'équipements, donc avec un bâtiment très complexe. Et effectivement, si on ne maîtrise pas la donnée, dans le temps, on va en perdre du coup, le savoir, la qualité et du coup son exploitabilité. Et c'est vraiment l'enjeu qu'a aujourd'hui Servier, c'est que comme effectivement on est retrouvé sur un quotidien très complexe avec beaucoup de modifications, cette donnée elle est volatile et si elle n'est pas qualitative, c'est ce que tu disais, on va perdre la confiance de cette donnée-là. Et si on perd la confiance de cette donnée-là, après on navigue quasiment à vue ou à l'aveugle sur un projet de cette envergure et on ne prendra pas forcément tout le temps les bonnes décisions qui vont coûter de l'argent, qui vont coûter de l'exploitabilité ou de la qualité de la gestion du patrimoine. Et l'enjeu effectivement autour du jumeau numérique, c'est de retrouver en fait une vraie centralisation de cette donnée-là autour d'un objet numérique qui condense toute la connaissance patrimoniale 3D. Donc il y a un élément de données qui permet justement spatialement de mieux comprendre où se trouve l'objet et à quoi ressemble l'objet. Et toute la métadonnée qu'on va retrouver accrochée à cet objet. Donc toute cette connaissance, la fiche technique, sa date de garantie, sa marque, son modèle, enfin toutes les connectivités qu'on va retrouver avec les systèmes métiers. Et c'est vraiment tout cet enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver dans ce process de maintenance de cette donnée au quotidien.
Yvan, est-ce que ce qui vous a été proposé en fait correspond à vos attentes, à vos objectifs initiaux? Comment est-ce que vous avez vécu finalement cette expérience de mise en place et de démarrage de l'utilisation du jumeau numérique dans un contexte de maintenance? Alors, je crois que une des clés du succès, c'est effectivement de bien choisir ses partenaires déjà. Et je crois que c'est ce qui a été fait il y a maintenant 2 ans et demi de ça, quand on s'est rapproché de Karl Berger sur la partie GMAO, parce que vous avez compris que l'outil, on l'a développé aussi ensemble par rapport au bâtiment, et puis de stéréographe en mode jumeau numérique. Une fois que finalement les liens sont établis, que les objectifs sont fixés, qu'on est tous les 3 alignés sur ce qu'on veut faire, alors même j'aurais tendance à dire tous les 4, parce que la maintenance sur le campus de Servier-Paris-Saclay, aujourd'hui, elle est prestée par Vinci Facilities. Et Vinci Facilities est arrivé sur le site il y a 1 an et demi, et encore un peu avant, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, en co-construction, on les avait aussi embarqués dans ce projet de jumeaux numériques et de smart building. Donc finalement, ça s'est fait à 4, cette progression, et la capacité, donc toujours à avoir les mêmes objectifs, à prioriser, à suivre une feuille de route, et puis à avoir un leadership aussi de Servier, du client, pour savoir dans quelle direction on va, de faire des choix à un moment donné, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, en mode démarrage, et ça a été le cas pendant 1 an, mais aussi de se faire comprendre de nos partenaires. Lorsqu'on prend des décisions, qu'on fait des choix, il faut aussi que chacun les comprenne, et qu'à un moment donné, on arrive à établir la feuille de route. Donc c'est beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, et puis régulièrement un re-questionnement sur où on veut aller, comment on y va, et avec quels moyens, dans chacune des parties. Et de remise en place au fur et à mesure. C'est un projet se vit à 4, vous l'avez dit, mais se reconstruit, se remet, on réévalue, on corrige en fait ce processus manuel. Vous avez plus de micro, pardon. Ouais, alors du coup, effectivement, comme tu l'as dit, c'est effectivement un projet qui évolue, et au fur et à mesure qu'il évolue, on va chercher à faire vivre de plus en plus le jeu numérique au travers des besoins des utilisateurs. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est la GMAO qui est un point important dans son exploitabilité, mais demain, c'est effectivement travailler sur le flex office, sur la gestion des espaces et autres, et du coup, d'aller chercher justement à enrichir le jeu numérique de nouvelles données, de nouveaux métiers, pour justement aider dans sa gestion, et de manière globale, les occupants et tous les gestionnaires, les aider à mieux gérer leur métier au quotidien. Donc c'est vraiment l'enjeu, et pour ça, en fait, ça rebondit sur le fait que derrière, ça ne se fait pas tout seul. Il y a une technologie qui est là, il y a des process qui se mettent en place, mais il y a de l'humain. Et derrière, ça demande du coup des capacités humaines. Alors, de notre côté, on accompagne, nous, Servier, avec un BIM Data Manager. Et du coup, chez Servier, ils ont mis en place un Twin Manager, qui est un Data Manager aussi, qui est Rémi, qui est justement notre interface pour justement, au quotidien, s'assurer de la mise à jour de la donnée, de la manière où elle se met à jour. Et effectivement, les difficultés qu'on va rencontrer au quotidien sur les prestataires ou les partenaires qui vont travailler sur les maquettes numériques ou sur des modifications du bâtiment. Et il faut être à l'écoute pour justement s'assurer que ce process se maintient et que la qualité de la donnée qui est aujourd'hui disponible aux différents utilisateurs soit toujours la plus parfaite et la plus exigeante en termes de valorisation. Et c'est vraiment l'enjeu, c'est que ce n'est pas qu'un travail technique ou technologique, il y a derrière aussi une organisation humaine, parce que ça ne peut pas s'accompagner tout seul. Comment ça se passe justement, cette identification des obstacles, des avantages aussi, qui sont remontés de la part de vos Twin Managers? On ne les appelle pas tout à fait Twin Managers, mais grosso modo, la tendance va arriver. Oui, c'est des profils nouveaux, c'est vraiment des profils dédiés à la data. Comment ils gèrent en fait ça au quotidien? Comment ça se passe en fait? On en parlait encore ce matin, mais on a effectivement des demandes particulières qui arrivent tous les jours, parce qu'il y a des modifications qui vont avoir un impact soit minime dans le quotidien, une petite modification, une donnée à mettre à jour, une anomalie qu'on va retrouver dans le jeu numérique, parce qu'on a récupéré des maquettes as-built qui ne sont pas forcément toujours de qualité. Et du coup, il faut qu'au quotidien, on soit dans une sorte d'amélioration continue, avec effectivement des améliorations de données, de remise en conformité, voire même des évolutions. Et après, derrière, il y a la vie du bâtiment qui va faire qu'on va avoir un impact sur N équipements. Et ces N équipements, comment on les remet à jour. Après, comment on déverse cette connaissance dans les métiers, comme la GMAO, pour que cette GMAO soit à jour aussi également. Et comment on trouve des process qui fonctionnent par rapport à l'enjeu du bâtiment et de l'entreprise. Parce que ce n'est pas le produit qui doit imposer un process, il doit s'adapter au process de l'entreprise. Donc en gros, il y a vraiment toute cette acculturation et en plus cette mise à jour du process au quotidien entre les différents acteurs. Laurent, vous l'avez dit, c'était une des premières fois, je crois, que vous travaillez ensemble avec Stéréographe là-dessus.
Là aussi, pareil, il y a eu une adaptation de votre côté, en fait, particulière, ou ça s'est fait de façon naturelle? Comment ça se passe exactement? Ça s'est fait de façon naturelle parce que déjà, on connaît Sérographe depuis longtemps et c'est aussi les cas pratiques qui permettent de les illustrer et d'arriver à une ambition commune. Donc ça, c'est un premier élément. Dans les produits, en tout cas, on a toujours eu la vocation d'aller les ouvrir. Hein, et donc ça, c'est évidemment un élément nécessaire pour pouvoir arriver à une solution qui fonctionne techniquement. Donc je dirais c'est quelque chose qui était naturel pour nous. Et il n'y a eu aucun souci à faire évoluer parce que pour y arriver, à un moment donné, j'ai envie de dire, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et nous aussi, on a dû mettre les mains dans le cambouis dans nos connecteurs pour pouvoir les rendre plus efficients. Et donc ça, c'est aussi un travail qui a pu être fait en collaboration entre les équipes de développement. Est-ce que ça veut dire que Servier bénéficie d'une solution spécifique ou pas forcément? Non, pas du tout. On a utilisé des connecteurs dits standards et on les a fait simplement évoluer pour les rendre plus performants. Et donc, non, l'avantage, justement, y compris pour notre client, c'est de ne pas être dans du spécifique. Parce que là, chaque montée de version, ça va être une contrainte. Non, là, on est vraiment dans quelque chose de standardisé, une ouverture de nos produits pour être en capacité de dialoguer avec le jumeau numérique et donc de permettre de récupérer les équipements, leurs caractéristiques, etc., voire même d'autres process demain, autour peut-être des alarmes ou des demandes d'intervention. Donc, non, c'est vraiment cette volonté d'ouvrir les systèmes de GMAO vers une approche plateformisée avec des partenaires et de les standardiser de façon à ce que les points d'entrée ne soient pas une charge pour nos clients. Et est-ce que ça veut dire que grâce à Servier et par l'intermédiaire du jumeau numérique mis en place par Sérographe, les autres clients utilisateurs de la GMAO de Carl bénéficient aussi de l'expérience de Servier et des développements que vous avez passés avec eux? Vous avez fait avec eux? Complètement, oui, ouais. Exactement. D'accord. Évidemment, c'est un partage commun. C'est grâce au travail de notre client, c'est grâce au travail de Sérographe, notre partenaire dans cette configuration, qu'on peut approcher quelque chose de naturel pour l'ensemble de nos clients, ce qui garantit du coup aussi la pérennité de ce qu'on fait. Et pas juste, et demain, si ce connecteur doit encore évoluer, il bénéficiera à Servier comme aux autres. Donc c'est vraiment une approche, on évite le point à point. Voilà, ce que je veux dire, on évite le fait que ça ne marche que dans un contexte et que ça ne marche qu'avec un partenaire. Il faut que ça soit quelque chose de beaucoup plus ouvert pour pouvoir être exploité plus largement. Yvan, on a vu cet exemple sur ce bâtiment qui est unique, exclusif, et votre démarche en fait de déploiement du jumeau numérique sur ce site spécifiquement est faite pour l'instant uniquement sur ce site. Est-ce que vous auriez le projet de pouvoir le mettre en place ailleurs? C'est en quelque sorte une sorte de test grandeur nature que vous menez à l'heure actuelle. Est-ce qu'elle va être dupliquée, cette expérience? Je pense que déjà le projet s'accommode bien du site et du campus, parce que le campus de Servier-Paris-Saclay, aujourd'hui, il transpire l'innovation dans tous les domaines, évidemment, et vous le comprenez à travers le processus de mise au point du médicament. Donc on est assez fiers de ça, d'avoir aussi amené de l'innovation par le biais des processus support, l'exploitation de la maintenance. Évidemment que chez Servier aujourd'hui, il y a aussi des sièges, un siège social, il y a aussi des usines, ce qu'on appelle l'industrie. Et évidemment qu'on a l'intention ou qu'on réfléchit aujourd'hui à regarder dans quelle mesure on peut étendre ce dispositif à l'ensemble des sites, qu'ils soient industriels ou administratifs. Tout à fait. Emmanuel, de votre côté, est-ce que cette expérience vécue chez Servier peut être dupliquée ailleurs, sur d'autres sites? Pas forcément Servier. Alors effectivement, aujourd'hui, ce qui rejoint le discours de Laurent, c'est qu'on a des produits qui sont adaptés mais génériques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécifiques aux clients, et du coup on partage notre roadmap avec nos clients pour qu'ils bénéficient de nos évolutions, et on discute avec eux leurs besoins pour faire nous évoluer le produit dans un sens qui permet d'accréer de la valeur pour eux mais aussi pour nos autres clients. Et effectivement aujourd'hui on a d'autres projets que celui de Servier, qui a un Servier, c'est un projet très technique, un bâtiment très technologique, mais on a d'autres types de patrimoine, type commercial. Aujourd'hui on déploie pour Citrus à peu près 2 millions de mètres carrés sur 8 pays. On a déjà déployé quasiment tous les sites français. C'est un projet sur 3 ans et demi. Donc voilà, on est vraiment sur des enjeux, des usages différents, parce qu'on n'est pas sur des bâtiments
technique, on est sur des bâtiments plutôt commerciaux, où il y a des enjeux un peu différents, avec des gestions plutôt de bail et des gestions d'occupation, mais aussi techniques. Donc on est du coup, nous, sur différents types de projets qui peuvent être effectivement du tertiaire classique, commercial, industriel ou technique. Donc voilà, donc on a un produit qui est totalement adaptable et adapté à l'enjeu de nos clients. Est-ce que, Yvan, en fait, on sait que votre groupe utilise déjà le jumeau numérique pour les propres travaux de recherche qu'il réalise. Est-ce que vous allez partager avec eux cette exploitation, cette utilisation, vous aussi, du jumeau numérique pour vos propres besoins? Ah oui, clairement. Enfin, c'est vraiment la volonté du groupe, c'est aussi la volonté en local de déployer l'outil plus largement. Encore une fois, aujourd'hui, il est à l'état des services support, comme on a pu le présenter. Mais très rapidement, la volonté, c'est d'en faire bénéficier les métiers, les laboratoires, de rentrer dans les laboratoires, de rentrer dans l'espace tertiaire avec cet outil, et qu'il profite à chaque métier et à chaque activité, très clairement. Ouais. On a bien conscience qu'aujourd'hui, la complexité du site, et Emmanuel a su le rappeler, c'est un bâtiment qui est à la fois un bâtiment industriel, à la fois un bâtiment tertiaire, parce qu'il y a des espaces tertiaires, des locaux, un bâtiment avec une animalerie. Donc c'est aussi un peu ce qui fait la fierté du programme, c'est d'avoir sur un bâtiment avec cette complexité-là réussi en quelques gros mois, un an et demi, à déployer un outil, un jumeau numérique, et que derrière, ça profite à énormément d'activités support. Très bien. J'en étais arrivé au bout, mais je ne sais plus, je suis un peu perdu dans le timing. En fait, vous le comprenez peut-être de mon côté, j'entends applaudir, donc je ne sais pas si on est toujours dans notre temps ou pas. J'ai plus de signes. Pardon ? On a encore 9 minutes, et bon, on a le temps largement de pouvoir détailler ça. Je crois que vous avez une démonstration d'ailleurs dans quelques jours qui sera faite en fait de vos travaux. Déjà pour présenter en fait en interne aux équipes la manière dont eux-mêmes vont pouvoir utiliser à leur propre bénéfice le jumeau numérique. Oui, absolument, parce que on s'adresse à des chercheurs. On a une population de chercheurs sur le site, à peu près 1200 personnes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur partager cette présentation, ce que vous avez pu voir au niveau du film tout à l'heure, de façon à ce que ça aiguise un peu les curiosités, qui rentrent dans l'outil et qui voient en quoi ça peut demain profiter sur des fonctionnalités à leur quotidien. Donc ça, c'est l'actualité, puisqu'on a prévu de le faire la semaine prochaine et puis dans 15 jours à travers deux sessions. Et là aussi, on aura nos partenaires à nos côtés pour expliquer, amener un peu d'expertise, mais aussi vulgariser un peu l'outil, parce qu'encore une fois, on s'adresse à des non-initiés. Manuel, pourquoi avoir fait ce choix en fait, d'exposer aujourd'hui la suite finalement de ce qui s'est passé il y a 2 ans quand Yvan est venu vous voir en vous disant « Qu'est-ce que vous faites? Vous pourriez m'aider? J'ai un projet. Est-ce que vous allez pouvoir m'accompagner là-dessus ?» Alors, j'ai pas tout à fait. J'ai pas compris la question. Tu peux... pourquoi avoir fait ce choix d'exposer en fait votre expérience aujourd'hui? Voilà, exactement. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment comme je vous dis, un projet très atypique, technologique. On a à la fois un vrai échange entre les différents partenaires technologiques, comme Carl, où effectivement on a un vrai discours et un vrai échange de faire évoluer nos produits pour atteindre notre objectif pour notre client. Et effectivement, derrière, on a un client engagé, un client qui a mis des moyens humain pour justement avoir un projet de cette envergure. Et aujourd'hui, on est fiers de participer à ce projet-là, parce que c'est pas juste un jumeau qui est sorti de terre, mais un jumeau qui est sorti, qui est vraiment utilisé, qui est vraiment avec une vraie ambition derrière, un vrai enjeu de maintenabilité de la connaissance. Et c'est vrai que pour nous, c'est un projet phare en termes de technologie, en termes d'engagement et en termes d'enjeux et de communication. Alors, c'est toujours un peu tôt, en fait, pour pouvoir anticiper l'évolution de ce que peut devenir le jumeau numérique. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose, en fait, qui pourrait vous intéresser pour justement anticiper l'avenir, mettre en place des modèles prédictifs, d'avoir un accompagnement beaucoup plus fin, mais en même temps très futuriste de ce bâtiment-là en l'occurrence, et puis s'il est dupliqué, le concept est dupliqué dans d'autres bâtiments, des autres bâtiments. Alors, je sais pas si je peux déjà répondre. Côté Stereoaf, et ça vous pourrez venir dans nos stands pour le vérifier, mais on a mis en place un nouveau chatbot, une IA qui permet justement de discuter directement avec le jumeau numérique et du coup apporter tout un enjeu, une évolution d'usage qu'on n'avait pas encore imaginé. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va faire un vrai différenciant, parce qu'on a un jumeau numérique structuré, ordonné, maintenu, avec effectivement tout fonctionnel qu'on veut derrière. Mais aujourd'hui, on parle d'énormément de données qui se trouvent dans l'objet. On parle de plusieurs centaines de milliers d'objets, qui peuvent être plusieurs milliers, dizaines de données. Donc derrière, c'est plusieurs millions de données, plus la donnée dite chaude,
des systèmes métiers, on a besoin aujourd'hui de donner la possibilité aux usagers, au travers de l'IA, de pouvoir les questionner et d'avoir un retour qui soit pertinent, formalisé et rapide. Et du coup de gagner un temps énorme. Et aujourd'hui, on a mis en place cet outil depuis quelques mois, qu'on va bientôt faire tester justement à notre client Servier pour qu'il puisse, lui, l'utiliser à son propre usage et du coup créer de la valeur dans son métier quotidien. Laurent, l'IA chez Carl, on va adresser une population différente d'utilisateurs. Donc nous, ça va être plutôt les agents de terrain ou les agents des services techniques. Donc on va aussi apporter des briques d'IA qui vont venir être agrégées avec certaines informations de maintenance pour répondre à des questions peut-être plus orientées sur la technique. On sait aussi que on passe de maintenance 4.0, demain là c'est la maintenance 5.0. Déjà on en parle avec une approche qui, une fois qu'on a traité l'aspect données, et là on est plutôt bien engagé, je pense, c'est de revenir sur le human-centric, c'est-à-dire revenir sur l'individu. Donc on a plusieurs approches. Une approche autour de l'IA pour effectivement aider à questionner, assister à la maintenance, au dépannage. Et puis il y a aussi un volet autour de la formation des acteurs techniques, autour de l'assistance sur le terrain, améliorer le temps de réparation dès la première séquence. Donc on va travailler sur de la réalité augmentée, on va travailler sur de nouveaux usages en repensant comment la donnée elle est utilisable par l'acteur là, pour nos utilisateurs sur le terrain. Évidemment, on analyse aussi côté responsable pour faire des plans stratégiques, mais aussi revenir à... Parce que si la donnée elle est de qualité, c'est parce que si, à un moment donné, l'acteur le plus proche de la donnée, il était en capacité de la renseigner et il a été en capacité de l'utiliser aussi. Parce qu'on demande beaucoup à un certain nombre d'acteurs pour donner une qualité d'information. Il faut aussi qu'il y ait un gain quelque part. Donc voilà, nos travaux, ils s'orientent aussi vers cette vision très humaine des choses et peut-être repenser différemment l'interaction avec les données. Donc l'IA en est un pan, la réalité augmentée en est un autre. Il y a d'autres sujets aussi sur lesquels on est en prospective. Oui, si je peux compléter le propos. Effectivement, l'IA avec la maintenance ou dans le domaine de la maintenance, c'est pas un vœu pieux. C'est aussi une réalité parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des modèles qui permettent de le faire sur des typologies d'équipements, typiquement la CVC. On y est. Et ça permet de piloter finement et de prédire le fonctionnement et donc de corriger à tout moment de façon instantanée le fonctionnement de l'équipement. Donc on s'y intéresse beaucoup aujourd'hui, nous, Servier, dans le cadre de nos activités. Et évidemment parce qu'aujourd'hui on a aussi la capacité et la puissance pour le faire demain avec ces outils. Et puis s'agissant de rentrer l'équipement gémonumérique dans les laboratoires, le chat c'est le meilleur exemple. Ça veut dire qu'on sort de l'IFC, évidemment, tout le monde ne peut pas être expert du jumeau numérique. Et les métiers auxquels on s'adresse, c'est de vulgariser le sujet. Et le chat est vraiment, à mon avis, le bon vecteur pour pouvoir le faire demain. Et séduire les résidents quant à son usage. Un point qu'on n'a pas abordé, mais j'y pense, en fait, on a 2 minutes pour le faire. C'est la complexité alors, de vos fonctions. Vous êtes sur des données quand même sensibles. Les plans, les données qui sont échangées, sont sensibles. Est-ce que vous avez un effort particulier à prêter à ce bâtiment de recherche et développement pour éviter que ça fuite? Comment vous gérez cette partie-là sur la sécurité autour des données? Alors, effectivement, on a un vrai jeu de cybersécurité. L'objectif, c'est pas de mettre à disposition au monde entier ou de manière malveillante à des personnes les données de notre client. Donc en fait, aujourd'hui, on a travaillé avec la SI de Servier. On a mis en place dans leurs serveurs, une version on-premise de TEIA qui leur permet justement de pouvoir bénéficier de l'ensemble du fonctionnel dans leur environnement et du coup sécurisé par la SI. On n'est pas dans des services cloud, dans du SaaS. On s'adapte du coup à l'enjeu de sécurité de notre client pour justement nous assurer de la disponibilité de l'ensemble des données et la sécurisation des données. Ça a été, Yvan, un des éléments majeurs? Alors, ça a été même déterminant, parce qu'à un moment donné, dans la décision qu'on a prise il y a 2 ans et demi, de savoir avec notre partenaire FMR, si finalement ce partenaire FMR amenait des solutions, telles que la GMAO et le jumeau numérique, ou si ces solutions devaient être portées par l'exploitant, le résident, le propriétaire. Et assez rapidement, le choix, évidemment, s'est porté sur le fait que l'exploitant devait porter ces solutions.
Et donc aujourd'hui, voilà, c'est notre propriété, le jumeau numérique, comme la GMAO, et je pense qu'on s'en félicite tous les jours. Voilà, dans le cadre du partenariat, y compris avec le FMR. Alors on met à disposition les outils, les datas, évidemment, ils les agrègent, etc. Ils les exploitent, mais on reste propriétaire de l'ensemble du dispositif. Voilà. Dernière question, sans doute absurde. Vous aviez des objectifs, on les a abordés au départ. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été complètement... Stérographe, Karl, ont répondu à ces objectifs que vous aviez? Alors, moi, je suis tous les jours bluffé par comment dire, la confrontation du virtuel et du réel. C'est-à-dire que quand on se déplace dans les bâtiments et qu'on se projette ensuite sur les maquettes, franchement, c'est bluffant de voir à quel point le niveau de définition est aujourd'hui exact et précis, pour autant qu'on maintienne les maquettes évidemment à jour. Mais ça, c'est tout l'objet du dispositif qu'on a en place aujourd'hui et des compétences qu'on fait grandir en interne. Donc oui, c'est la meilleure démonstration du fait qu'aujourd'hui, l'objectif est atteint. Très bien. Merci à tous les trois pour cet échange que je vous propose de poursuivre sur le stand de Stérographe. C'est le stand B78. On peut les applaudir.